Voilà, nous allons démarrer ce live sur la matinée et la semaine de la BI. Donc bonjour à tous, je suis Arnaud Laurie, je suis le dirigeant de la société Oleap et nous allons refaire ce séminaire. Benjamin, donc cette année, c'est de nouveau en visio? C'est de nouveau en visio cette année, ouais, tout à fait, pour plusieurs raisons. D'une, le contexte sanitaire, mais surtout parce qu'il y a eu du changement chez Oleap, avec Arnaud va vous l'expliquer, avec une présence nationale. Et puis aussi parce que l'année dernière, ça a bien marché, c'est un format qui apporte beaucoup de flexibilité, et c'est pour ça qu'on le rejoue en visio cette année. Parfait. Donc, je suis extrêmement fier de vous faire participer à cette matinée sur l'expertise Microsoft sur la BI. Pourquoi? Parce que c'est la 20e édition cette année. C'est toujours un succès, c'est toujours des bons échanges et des bons retours d'expérience. Et puis, deuxièmement, vous serez plus d'une centaine de connectés à l'occasion de ces 3 journées. Donc, c'est vraiment un événement qui rassemble. Et qui apporte de la valeur ajoutée à cette solution. Avant de démarrer ce programme, Benjamin, tu l'as dit, quelques actualités nous concernant. Donc, il y a quelques mois, pour ceux qui travaillent avec nous déjà depuis quelques temps, Oleap a rejoint un groupe qui s'appelle le groupe CPRO. Et à cette occasion, depuis quelques semaines, le groupe CPRO, qui a grossi par croissance externe, a décidé d'adopter une nouvelle identité de marque. Donc maintenant, nous nous appelons Cohesio. Cette identité de marque, donc Cohesio, est déclinée à travers plusieurs activités. Donc il y a une activité historique qui est l'activité impression, il y a une activité informatique, il y a une activité télécom, Cohesio est opérateur téléphonie, et puis depuis l'arrivée d'Oleap, une vraie activité déclinée à travers cette identité qui est Data Solutions. Donc Oleap est le porteur de cette activité, et donc dans ce cadre, pour vous avec qui vous travaillez avec nous régulièrement et pour nos prospects, sachez que cette activité nous renforce encore à travers notre expertise, donc avec le choix d'être expert pure player sur les solutions Microsoft, à travers la personnalisation, ce que l'on peut apporter au quotidien pour faire du sur-mesure auprès de vous, et puis la proximité géographique et proximité également dans la relation avec un contrat de support qui nous permet de vous accompagner au quotidien. Donc désormais, Cohesio Data Solutions, c'est environ 75 personnes, à peu près 200 clients dédiés sur la BI, et puis une couverture nationale qui s'amorce à travers 4 agences, donc Nantes, Angers, Orléans et puis Lyon désormais. Donc notre volonté à travers ce rapprochement, c'est de se renforcer encore, d'être encore plus proche de Microsoft grâce à la puissance du groupe, et puis d'être encore plus expert auprès de vous sur toute la suite Microsoft, de SQL à Power BI en passant par les solutions Azure. Benjamin, cette année, le programme, alors, tu peux nous l'annoncer un petit peu? Donc ouais, tout à fait. Le programme va se décliner autour de 3 ateliers. Hein. C'est pas une journée, c'est 3 matinées. Ce matin, demain matin et vendredi matin. On y reviendra sur les ateliers de demain et de vendredi un peu plus tard. Ce matin, on a la chance d'avoir Microsoft qui va être présent et qui va nous donner un petit peu de hauteur sur sa stratégie et où est-ce qu'ils vont sur la partie data, avec notamment la suite Azure. Ensuite, je vais essayer de vous décrypter l'offre Azure parce que c'est pas toujours simple, et donc je vais vous faire un tour d'horizon de l'offre Azure. Et enfin, on a la chance d'avoir un témoignage client. On a fait un beau projet qui nous a animé cette année, qui est le diocèse de Paris. Et donc, Pauline, la contrôleur de gestion, va nous parler de ce projet animé par Frédéric. Donc cette année, encore une actualité riche pour cette semaine de la BI. Donc, pour rappel, la vision pour nous de cet événement, il tourne autour de 2 axes.
Le premier, c'est de vous donner l'actualité sur les solutions BI de Microsoft et d'être le plus au fait des offres aujourd'hui. Donc ça, c'est la première histoire de ces échanges. Et la deuxième axe, c'est de faire un retour d'expérience, donc à travers notamment des témoignages, des retours d'expérience de nos experts Microsoft pour partager des bonnes pratiques et puis également des points de vigilance et comment mener au mieux des projets BI avec cette suite Microsoft et au sens large ensuite. Voilà, bah, écoute, bonne matinée Benjamin. Merci. Bonne semaine à tous. À bientôt. Donc, comme je vous disais, ce matin, ça va se passer en 3 temps. Le premier temps, une conférence de Microsoft, animée par Mathieu, qui va prendre le relais juste après, le tour d'horizon de l'offre Azure et le Rex client. Donc, je vais maintenant donner la main à Mathieu. Alors attention, tout au long de cette matinée, il se peut qu'il y ait des cafouillages entre Oleap et Cohesio encore un petit peu, parce que ça faisait plusieurs années qu'on était Oleap et on devient Cohesio, donc ne soyez pas perdus. On est bien Cohesio Data Solutions, anciennement Oleap, et c'est pour ça qu'il peut y avoir deux, trois voilà, on peut confondre à quelques moments les deux noms. Je vais donc laisser la main à Mathieu qui va vous donner la vision de Microsoft sur la partie data. Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci Benjamin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Mathieu Brett, je suis chef de produit marketing data et intelligence artificielle au sein du Business Group Azure France. Et alors, 2 petites secondes, le temps que je partage mon écran. Voilà, donc pour cette introduction, ce que j'aimerais vous décrire, c'est vraiment quelle est la vision de Microsoft sur la data. Notamment pour nous, c'est vraiment, on considère la data comme un asset, un actif clé stratégique pour réussir sa transformation digitale. Et cela va être mon propos. Donc tout d'abord, si on s'intéresse à la réalité aujourd'hui, enfin voilà, c'est indéniable, les données, il y a eu le boom avec le big data, l'explosion, il y a plein de données d'interaction client, des données qui sont générées sur les chaînes de production, sur les chaînes de supply chain. La question maintenant pour les décideurs d'entreprise, c'est vraiment qu'est-ce que je fais avec toutes ces données? Déjà, la première question de base, c'est voilà, de quoi je dispose? Est-ce que mes données sont fiables? Et comment après je vais pouvoir donner accès facilement à ces données pour prendre les bonnes décisions? Par ailleurs, il y a aussi des problématiques de sécurité, de compliance auxquelles il faut faire face. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, selon le modèle économique de l'entreprise, on va mettre l'emphase sur telle ou telle partie catégorie de données. Donc, notamment, si j'ai une activité vraiment orientée produit, je vais m'intéresser aussi à satisfaire les besoins de mes clients. Donc, je vais devoir collecter des insights. Si j'ai plutôt une activité de distributeur, contrario, je vais plutôt mettre l'emphase sur la partie optimisation des opérations, tout ce qui est supply chain, avoir des systèmes analytiques qui me permettent de comprendre comment ça se passe et aussi d'être efficace et de pouvoir aussi, grâce à l'intelligence artificielle, optimiser cette chaîne de distribution. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il y a plein d'études, mais notamment, je voudrais citer celle-ci de la Harvard Business Review qui indique que voilà, les entreprises qui ont réussi leur transformation data/digital connaissent des meilleures performances, donc notamment 54% en termes de résultats nets de chiffre d'affaires aussi, 62% d'amélioration de la satisfaction client et j'en passe. Donc voilà, réussir sa transformation data, c'est un must-have de nos jours et il n'y a plus de débat. Côté Microsoft, ce qu'on peut dire, c'est qu'aussi depuis l'arrivée de Satya Nadella, on a vraiment opéré une mutation. On n'était pas cloud native à la base et on a adopté ce virage vers le cloud. Ça s'est fait par différentes strates, différentes étapes. Notamment, on a travaillé sur les fondations. C'est vraiment plus important pour voilà, éviter casser tous les silos et faire en sorte qu'on ait voilà, un référentiel de données uniques et que tout le monde part des mêmes sources, de la single source of truth, donc voilà, de sources uniques de données pour après établir des indicateurs, des KPI, et finalement, c'est à partir de ces fondations,
en les travaillant, en les optimisant, on a cassé les silos. Ça a permis après d'établir une scorecard pour voir quels sont les KPI que je veux mesurer, comment je pilote mon activité et comment à partir de ces datas, je vais prendre les meilleures décisions. Et c'est seulement ensuite qu'on a pu renforcer, améliorer considérablement tout ce qui est système analytique, puis après développer des use cases et des produits sur l'intelligence artificielle, le machine learning. Donc des produits qu'on a développés déjà pour nos usages internes et ensuite on a offert des déclinaisons pour nos clients. Alors, désolé, il y a un ou deux slides en anglais, mais je vais juste vous décrire ça très rapidement. Comment on différencie en tant que cloud provider côté Microsoft? On est vraiment un cloud provider de confiance. Donc, vous l'avez vu dans l'actualité, il y a quelques mois, on avait annoncé le lancement d'une offre en tant que cloud provider de confiance pour l'offre bleue d'Orange et de Capgemini. Donc, c'est Microsoft qui va autoriser et ça sera opéré par Orange et Capgemini. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on n'est pas, on a vraiment un positionnement très B2B et on ne va pas venir concurrencer nos clients sur leur business. Voilà, on est vraiment focusé sur le fait de proposer des produits et services pour aider nos clients à réussir leur transformation data et digitale. En termes de tout ce qui est RSE, on parle de sustainability, on a vraiment pris des engagements forts, notamment à horizon 2030, être carbone négatif, c'est-à-dire de plus par rapport à toutes les émissions de carbone qu'on peut faire pour notre activité et aussi par rapport à nos sous-traitants, faire en sorte qu'on va le compenser et absorber du plus de carbone. On a déjà la neutralité carbone, mais on va aller plus loin. Et d'ici 2050, l'idée, ce serait aussi de compenser toutes les émissions de carbone depuis la création de Microsoft. Donc voilà, il y a de forts engagements. On a aussi des engagements, ce qu'on appelle water positif, etc. J'en passe, je n'aurai pas le temps de tout détailler. Mais c'est vraiment notre positionnement fort et on peut aussi vous aider, quelle que soit la taille de votre entreprise, à avoir ces actions, ces engagements de sustainability grâce au virage cloud. Ensuite, donc on est très actif sur la partie TCO, mais ça je vais le détailler plus tard. On a aussi sur tous les use cases d'intelligence artificielle un positionnement lié à l'IA responsable, c'est-à-dire qu'on met vraiment au centre aussi on n'est pas qu'un fournisseur de technologie, on veut proposer un accompagnement pour avoir toute l'éthique associée. Sur la partie technique, je vais le détailler plus tard, donc je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Donc l'idée vraiment par rapport à ce positionnement de cloud provider de confiance, c'est vous donner le contrôle sur vos données. Donc ce sont vos données, elles vous appartiennent et nous on va pas les utiliser pour vous concurrencer ou pour avoir d'autres types d'actions. On est vraiment l'idée c'est vraiment de vous donner cette maîtrise totale. Ensuite, vous pouvez également choisir l'emplacement, le data center. En termes de sécurité, donc il faut savoir ce que côté Microsoft, on investit plus d'1 milliard par an sur tout ce qui est problématique de sécurité. On a 3500 experts qui regardent chaque jour quels sont les différents signaux, qui analysent des signaux de potentielles menaces, vulnérabilités. Donc voilà, on investit très fortement là-dessus. Et notamment par rapport à tout ce qui est cyberattaque, etc. On a vraiment des stratégies de riposte très fortes et c'est un enjeu fort de nos jours. Enfin, ça va être de plus en plus le cas avec ces menaces de cybersécurité qui sont de plus en plus croissantes. Alors maintenant, je vais détailler un petit peu quelles sont les briques de base pour réussir cette transformation data. Je vais surtout mettre l'emphase sur la partie base de données et système analytique. Voilà, parce que la suite Azure est tellement vaste que voilà, on pourrait y passer des heures et c'est pas le propos aujourd'hui. Et puis après, je dirais quelques mots sur la culture des data et qui est aussi un enjeu clé pour être performant. Donc, si on regarde un petit peu les briques de base sur la data, donc vous avez ici sur un spectre de gauche à droite, ça rejoint, c'est un petit peu en lien avec ce que j'ai présenté sur la transformation de data de Microsoft. On va d'abord travailler sur les fondations, donc notamment en proposant des solutions pour moderniser vos bases de données, moderniser vos applications, voire développer des applications sur le cloud.
Et ensuite, on va également proposer des solutions analytiques, des solutions sur la gouvernance des data, ainsi que des produits sur l'intelligence artificielle. Donc, si on regarde sur la partie, si on s'intéresse à la partie base de données, donc déjà quelques chiffres intéressants. Donc, c'est une étude de l'IDC assez récente qui montre que finalement, pourquoi les entreprises migrent vers le cloud public, pourquoi elles migrent leur base de données. Il y a différentes problématiques et ce que recherchent les entreprises, c'est davantage d'avoir des meilleures performances avec une plus grande disponibilité. C'est la première réponse pour 51% des cas. Il y a également une meilleure sécurité qui est recherchée. Donc, je vous l'ai dit, quand vous avez 3500 experts qui regardent tous les jours les signaux de menaces et que vous investissez 1 milliard de dollars par an, donc c'est assez significatif. Donc voilà, côté Microsoft, on peut vraiment être très différenciant sur ce point. Et enfin, ce qui est recherché, c'est une plus grande évolutivité, c'est-à-dire notamment dans les releases et dans le déploiement de nouvelles solutions de base de données. Si on regarde le marché en France, donc il s'est vraiment bien développé et on a des perspectives de faire x2 de 2020 à 2024. Voilà, il n'y a plus de débat, il y a de plus en plus d'entreprises qui migrent des workloads sur le cloud. Alors après, on va y revenir, ça ne veut pas forcément dire je migre toutes mes bases de données, toutes mes datas sur le cloud. Des fois, par rapport à différentes stratégies, différents niveaux de sensibilité, il peut y avoir des choix au cas par cas de certains workloads. Et c'est pour ça qu'on a un produit qui s'appelle Azure Arc, qui est aussi intéressant pour vous permettre de gérer vos workloads on-premise et ceux qui sont sur le cloud. Et voilà, donc juste pour finir cette partie étude, on voit que les bases de données, c'est un vrai sujet donc parmi les sujets à migrer sur le cloud. Donc, on voit que déjà sur le cloud public, 20% des bases de données ont été migrées. Il y a déjà dans les 12 mois qui viennent, encore 20% de bases de données qui sont prévues pour des projets de migration. Alors, côté Microsoft, on a vraiment une suite complète sur les bases de données, qu'elles soient relationnelles ou non relationnelles. On a notamment notre produit phare, notre suite phare sur Azure SQL, qui permet d'adresser vos workloads SQL Server. On a également pas mal de bases de données open source. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 55% des workloads sur Azure tournent sur des distributions Linux. Et on a également une base de données, on a développé un produit qui s'appelle Azure Cosmos DB pour les bases de données non relationnelles. Ça vous permet d'adresser des problématiques de performance assez importantes. Donc, SQL, c'est vraiment notre produit phare. On a eu un award, enfin le prix du NIST depuis, ça fait plus de 9 ans qu'on l'a eu pour la base de données la plus sûre. Alors j'avais aussi oublié de dire, mais on est souvent reconnu dans les Magic Quadrants du Gartner. Ça fait 8 ans qu'on l'est en tant que base de données la plus performante, en tant que leader dans les bases de données. Sur les bases de données NoSQL, on a aussi on est classé leader par Forrester dans un classement depuis 3 ans. Donc voilà, quelles que soient vos problématiques, on a la base de données qui correspondra à votre besoin. On a aussi des différents véhicules pour vous permettre de faire des optimisations de coûts en migrant sur Azure. Je n'aurai pas le temps de tous les détailler, mais que ce soit la réservation d'instances sur 3 ans, Azure Benefit si vous avez une software assurance. Si vous combinez tout ça plus d'autres optimisations, vous pouvez vraiment avoir un gain économique très intéressant par rapport au fait d'avoir des licences SQL on-premise. Et deuxième point, par rapport à nos concurrents, notamment Amazon, voilà, on est très attractif d'un point de vue de pricing, au-delà des aspects performance et robustesse de nos bases de données que j'ai évoquées précédemment. Juste un mot pour compléter sur le tour d'horizon SQL. Nous avons beaucoup de clients qui ont fait des migrations en mode IaaS avant d'aller vers le PaaS, et une façon d'y aller de façon graduelle et de pouvoir mieux gérer vos workloads SQL, c'est déjà par rapport à vos workloads qui sont en IaaS, vos VM SQL, de pouvoir très simplement via la console Azure les scanner et les reconnaître au niveau de la souscription. Alors,
je vous rassure tout de suite, hein, il n'y a vraiment pas question de faire un audit. Voilà, c'est pas une, il n'y a pas un rationnel, je dirais, d'inspection côté Microsoft. L'objectif, c'est vous faire monter dans la chaîne de valeur et vous permettre, de façon graduelle, déjà d'accéder à différentes fonctionnalités très simplement sur vos VM SQL, donc d'optimiser les coûts pour passer sur le modèle de licensing qui convient bien. J'ai des workloads de développement de test, je vais pouvoir facilement via la console Azure les déclarer, de bénéficier des pages de sécurité, de backup automatique, et voilà, globalement de simplifier le management de ces workloads. Donc ça, c'est intéressant à noter si vous êtes en mode IaaS. Je porte votre attention sur le fait qu'il y a cette fonctionnalité qui s'appelle SQL IaaS Agent Extension, donc SQL IaaS Agent Extension en français, et qui est très intéressante. Un autre point dans l'actualité, donc il y a pas mal de releases de donc Windows Server et SQL qui n'ont pu, qui arrivent en fin de vie, notamment on a SQL 2012. Et aussi Windows Server 2012. Donc vous voyez là le calendrier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces fins de support et pour pouvoir bénéficier des mises à jour de sécurité, on a une offre très attractive pour migrer sur Azure, où là vous allez bénéficier de 3 années supplémentaires de mise à jour de sécurité étendue, donc ce qu'on appelle l'ESU. Et si vous migrez sur Azure aussi, vous pouvez avoir une année supplémentaire de SU pour des anciennes releases, donc SQL 2008 et Windows Server 2008, aussi les R2, sachant que là, voilà, c'est vraiment un peu la fin de vie de ces licences, mais vous pouvez toujours avoir ce type de release. Donc, pour résumer sur cette partie fin de support, donc vous avez 2 options, soit vous migrez sur Azure et vous bénéficiez des avantages que j'ai évoqués, soit vous optez pour voilà, un passage à une licence supérieure, donc notamment la licence SQL 2019, ou alors vous pouvez acheter des ESU pour avoir cette extension de mise à jour de sécurité et être tranquille. Un mot sur Azure Arc, donc j'en ai parlé. Ce qu'on voit sur le marché, il y a vraiment une réalité qui est que voilà, le virage vers le cloud se fait pas de 0 à 100%, ça se fait pas en un jour. C'est quelque chose qui se fait de façon progressive et on rencontre de plus en plus de clients qui ont des workloads on-premise et d'autres qui sont sur le cloud, voire d'autres qui sont aussi dans des environnements, des architectures multi-cloud. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on a un produit qui s'appelle Azure Arc et qui permet de façon optimisée de gérer ces workloads via la console Azure. Donc, vous allez pouvoir notamment gérer vos bases de données SQL, celles qui sont on-premise, celles qui sont sur Azure, voire celles qui sont chez d'autres cloud providers. Il en est de même pour donc notre produit Azure Database for PostgreSQL, donc pour les bases de données open source. Et ça va, voilà, vous avez un plan de contrôle unifié, ce qui va vous faciliter la vie, notamment en termes d'opération. On a aussi, dans notre proposition de valeur, on propose des fonctionnalités similaires pour gérer vos containers, donc sur la partie applicative, que ce soit AKS, Kubernetes, Tanzu. Voilà, on a toute cette panoplie de gestion via cette offre Azure Arc. Et des connecteurs, enfin voilà, ce que j'ai dit, vous pouvez, si vous avez des bases de données SQL qui tournent sur GCP ou sur Amazon, vous avez aussi la possibilité de le gérer via cette console. Voilà, donc là, on a parlé vraiment des fondations avec la modernisation des bases de données. Ensuite, pour développer des applications cloud natives, là, généralement, c'est quand on veut faire face à vraiment des contraintes de performance assez fortes, notamment lorsque vous avez des pics de trafic. C'est le cas d'e-commerçants. Donc là, vous avez l'exemple d'Asos qui est un retailer en Grande-Bretagne qui avait des contraintes très fortes pour le Black Friday. Et grâce donc, à une combinaison de différentes bases de données, donc notamment la base de données Azure SQL couplée à Azure Cosmos DB, ça a permis voilà, de supporter 167 millions de requêtes en 24 heures lors du Black Friday, et aussi de façon pour avoir amélioré la proposition de valeur et recommander les bons produits, d'avoir de la personnalisation temps réel
en produisant calculant des scores en temps réel et permettant de proposer des recommandations de produits pour 15 millions de clients grâce à Azure Cosmos DB. Donc voilà, quels que soient vos besoins, en résumé sur la partie base de données, on a la base de données qui convient et on peut avoir le framework, l'architecture autour pour répondre à vos besoins. Maintenant, je vais dire quelques mots sur la partie système analytique. Donc, une fois qu'on a maîtrisé, qu'on a travaillé sur ces fondations, ces bases de données, il est intéressant pour tirer la quintessence de la data, d'avoir des systèmes BI et OLA qui permettent d'avoir des analytics pour expliquer le passé, mais aussi pouvoir prédire le futur. Donc, notre produit phare, il s'appelle Azure Synapse Analytics. Et ils sont couplés à Power BI pour répondre à ces besoins donc de BI temps réel et également de représentation visuelle sur des dashboards avec Power BI. Et vous voyez qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous voyez sur le slide que par rapport à des Snowflake, Amazon ou Google BigQuery, on a un positionnement très attractif. Donc voilà, c'est vraiment la combinaison de ces deux produits, donc Power BI pour pouvoir représenter sur des dashboards de façon agile des indicateurs issus du traitement de plein de données, et Azure Synapse Analytics qui va vous permettre de faire des traitements en temps réel, qui va aussi, dans certains cas, il peut être justement interfacé avec des bases de données comme Azure Cosmos DB pour récupérer des datas en temps réel et puis les traiter. Et donc voilà, Azure Synapse Analytics, c'est vraiment c'est le Data Warehouse 2.0 et ça permet d'avoir un système analytique très robuste. Juste par rapport à notre transformation côté Microsoft, je voulais donner un petit focus sur la partie finance, puisque c'est vraiment, on a commencé par faire la transformation côté finance avant de faire la transformation des équipes marketing, vente et IT, etc. On peut le voir en fait en 3 temps. Déjà, grâce aux Analytics, on va pouvoir expliquer le passé, mieux le comprendre. Ensuite, on va passer aux prédictions, c'est-à-dire essayer de prédire, notamment avec des forecasts, pour la partie finance, l'objectif c'est de prédire nos revenus, et on a amélioré notre performance de façon drastique. Donc on a gagné 1,5 points de précision, enfin c'était vraiment énorme, et on a fait vraiment des gains d'économie très intéressantes. Et enfin, c'est la puissance des prescriptions, donc c'est tout ce qui est recommandation ou par rapport à un état du business ou à un instant T, sur quoi je dois porter des actions pour être performant. Et donc ça, c'est ce qu'on fait grâce notamment à Azure Machine Learning. Par rapport à cette transformation, donc effectivement, on l'a d'abord répondu au premier challenge qui était de comprendre grâce au produit Analytics, qu'est-ce qui s'est passé, et notamment de comprendre les routes causes afin de prendre les bonnes décisions. Ensuite, et seulement ensuite, on a travaillé sur des use cases prédictifs et prescriptifs, donc de recommandations, notamment pour pilotage de notre santé en finance. Donc pour finir un petit peu cette vue d'ensemble sur les différents actifs de base sur la suite Azure, sur la data, une fois qu'on a ces bases de données, qu'on a mis en place des systèmes analytiques, l'étape suivante dans la transformation, c'est également d'adresser des use cases sur l'intelligence artificielle. Alors selon votre positionnement, ça peut être soit de travailler sur du scoring anti-churn ou sur du scoring de risque de fraude. Ça peut être de la maintenance prédictive sur vos chaînes de supply chain. Ça peut être des use cases de personnalisation, donc d'avoir des algorithmes de recommandation pour produire le meilleur produit à proposer à un client sur un site internet. Enfin, voilà, il y a toute une panoplie de use cases. On propose également des services cognitifs pour la reconnaissance d'images ou
ou d'autres cas d'usage. Donc voilà, avec donc nos produits Azure Machine Learning et ces services cognitifs, vous pouvez adresser vraiment l'ensemble de ces use cases sur l'intelligence artificielle et on a à l'instar aussi toute la partie développement d'application où on a une logique DevOps. Là, on a aussi une approche MLOps qui permet vraiment de par itération d'être vraiment efficace et de pouvoir passer à l'échelle, mettre en production rapidement des nouveaux algorithmes, les déployer, les surveiller, regarder la performance et ajuster le tir avec des mises à jour pour être vraiment plus performant par rapport à vos problématiques business. Voilà, j'accélère parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Un dernier point, donc sur la gouvernance des data, donc un produit qui s'appelle Azure Purview, on a annoncé récemment qu'il était en GA, donc General Availability. Donc c'est un produit très intéressant parce que ça va vous permettre de voir l'inventaire sur vos données. Et on sait que la gouvernance des données, c'est souvent un petit peu un frein dans les entreprises. C'est compliqué à adresser, notamment faire l'inventaire. Donc grâce à ce produit, vous allez vraiment pouvoir développer vos gouvernances et voir quelles sont les données de référence, travailler sur la qualité des données, toutes les problématiques de confidentialité des données vont pouvoir être adressées, pour voir notamment en termes de gestion des droits qui peut accéder à telle donnée, et quand et pour quel usage. Donc voilà, ça vient enrichir tout ce que je vous ai expliqué précédemment, et c'est ce qui fait qu'on a vraiment une suite très riche, très complète en termes pour réussir vos transformations data. Donc voilà, je pense vous l'avez compris, c'est un environnement très vaste et voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu tout développer en détail. Néanmoins, j'espère avoir eu votre attention, notamment sur la roadmap SQL et sur la partie analytics et Power BI. Sachant qu'on est vraiment dans un environnement 3 cloud avec aussi Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365, on a un produit qui s'appelle Customer Insights qui est une Customer Data Platform et qui permet de faire d'adresser des use cases très intéressants couplés avec de produits analytiques et d'intelligence artificielle. Enfin, voilà. Je n'aurai pas le temps de tout développer. Juste un mot pour finir sur la culture des data, pour vous dire que c'est aussi un sujet clé, voilà, parce que c'est très bien effectivement de développer des systèmes BI, des systèmes de base de données performants. Il faut également travailler la culture de la donnée et notamment rendre accessibles les données aux bonnes personnes, aux bons profils et développer cette culture de la data pour qu'il y ait des réflexes, des bonnes pratiques au sein de l'entreprise pour avoir cette culture de l'utilisation de la data, de dashboard sur Power BI pour prendre les décisions. Et donc ça, c'est aussi à adresser en parallèle. Donc il y a vraiment des vrais sujets d'acculturation de la donnée dans un premier temps, puis après de mise à niveau de compétences, que ce soit des compétences techniques, mais aussi des compétences dans les équipes métiers pour s'approprier les data, les rapports, les utiliser et prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est une approche qui doit être vraiment développée en continu. Donc voilà, encore un autre chiffre, mais qui montre que les entreprises qui ont adopté cette culture de la donnée ont des performances bien meilleures que les autres. Voilà, et alors ça c'est un exemple, c'est l'entreprise Starbucks que vous connaissez tous, mais qui a un volume de données considérable, hein, c'est 100 millions de transactions par semaine, et ils ont développé une application mobile de relations clients qui a 17 millions de profils et qui permettent de mieux comprendre, d'avoir des insights clients sur leurs attentes, proposer le bon produit, et ils ont également développé grâce à la data, à l'IoT, toute une chaîne de traitement pour la maintenance prédictive des machines de café, pour tout ce qui est logistique, etc. Donc voilà, il y a une vraie culture de la data, de la donnée, et c'est l'affaire de tous. C'est pas que des data analystes, ingénieurs data, c'est aussi des équipes avec donc des équipes qui sont sur le terrain, des équipes métiers, c'est l'ensemble des équipes IT, c'est des data scientists. Voilà, c'est vraiment une histoire globale. Donc voilà, c'était mon propos aujourd'hui pour vous montrer que cette transformation de data, c'est un actif clé pour cette transformation digitale et que côté Microsoft, on vous propose plein de produits et services. Merci. Merci Mathieu de ta participation.
Ça permet toujours de prendre de la hauteur par rapport à Microsoft, à la stratégie et à la vision. On a quand même une question terrain qui revient souvent. Je ne sais pas si tu pourras nous éclairer dessus. C'est quid un peu de la stratégie de Microsoft sur le on-premise. Aujourd'hui, les investissements, globalement, ils vont plutôt vers Azure. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être 2-3 mots là-dessus? Oui, bah alors il y a un peu d'écho. C'est un peu les chiffres que je vous ai montrés, mais il y a quand même une tendance sur le marché français qui était, on était un petit peu en retard sur le virage cloud par rapport à d'autres pays, mais on voit que ça s'accélère, d'autant que je pense qu'il y a eu aussi un effet Covid avec une accélération sur la digitalisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui ont des workloads on-premise, qui veulent comprendre l'impact pour les migrer sur le cloud. Et par rapport à ça, on a différents programmes qui permettent d'accompagner nos clients, qui permettent aussi de faire ce qu'on appelle un assessment, c'est-à-dire de comprendre, d'avoir un peu l'inventaire des workloads à migrer et de définir avec un partenaire quel est le meilleur chemin de migration et aussi travailler sur la partie économique, c'est-à-dire en termes de business case. Voilà, si je migre sur Azure des bases de données SQL par exemple ou une base de données open source couplée avec une application, combien ça va me coûter sur un horizon 3 ans, 5 ans, et ça permet de comparer avec ma feuille de route on-premise et d'avoir du coup de prendre la bonne décision. Donc on a tout un dispositif d'accompagnement. Je dirais qu'il y a une tendance qui est qu'on voit une accélération sur ce type de migration. Et après, par rapport à des workloads plus sensibles, on a ce produit que j'évoquais qui est Azure Arc qui permet, grâce à la console Azure, de gérer mes premiers workloads qui ont migré sur Azure et aussi de gérer ceux qui restent on-premise pour des contraintes de sécurité, de confidentialité des données, de sensibilité des data, de choix de stratégie, de feuille de route. Donc voilà, on adresse ainsi différentes cas de figure et je pense que on parle de l'environnement hybride et je pense que c'est une tendance qui va aussi se développer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Benjamin? Ouais, ça permet de prendre de la hauteur sur le sujet, ouais. C'est clair. Du coup, je fais aussi le gardien du temps. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton intervention et ta présence ce matin. Et je vous propose du coup de continuer. Je vais prendre le relais pour vous donner un peu le tour d'horizon de l'offre Azure, version Cohesio ou Oleap. Donc déjà, nous, on a fait le choix de Microsoft pour plusieurs raisons. Comme l'a dit Mathieu, donc Microsoft, c'est pas loin de 35 ans de présence sur le territoire français, avec un engagement fort sur la non-utilisation des données d'entreprise, un engagement fort aussi sur la partie neutralité carbone, qui sont des valeurs fortes pour Oleap, qui est dans un engagement RSE. Donc, comme Mathieu l'a évoqué, le positionnement de Microsoft, qui aujourd'hui est leader Gartner sur le segment de la data, c'est pas pour rien, pour tout un tas de raisons. Les outils big data, le machine learning, l'IA, etc. Mais dans un environnement PME ou ETI, c'est des sujets qui sont en grande majorité au level et sur lequel il n'y a pas d'équipe sur ces sujets-là. Donc, on va vous donner notre vision de la BI d'entreprise avec la suite Azure tout au long de ces 3 matinées. Et du coup, je vais juste remettre la base du cloud computing. Donc, Mathieu a beaucoup évoqué la partie solution cloud computing. Moi, on va repositionner déjà ce qu'est le cloud computing et on va y aller par étapes de manière générale sur Azure et puis après les déclinaisons d'offres. Donc, le cloud computing, c'est la fourniture en fait de services 100% web basés sur quand même un réseau de serveurs physiques, parce que quand il y a un service web, il faut bien que j'ai des serveurs physiques derrière, répartis partout dans le monde. C'est des services qui peuvent être des serveurs, donc des machines, du stockage, donc voilà, des bases de données aussi, donc Mathieu l'a dit, du Postgre, le SQL Server, de l'Oracle, j'en passe. De la gestion réseau, et puis aussi des logiciels et des outils, et notamment des outils de BI et d'intelligence artificielle. Il y a 3 grands acteurs dans le monde sur le cloud computing. Donc AWS, les solutions Amazon Web Services,
Microsoft Azure, le deuxième grand acteur, et Google. Et ensuite, 42% du gâteau, c'est des acteurs plus petits qui sont répartis. Et il y a par exemple Salesforce qu'on fait également dans les Other. Ça présente plusieurs avantages, le cloud computing. Déjà, ça permet d'avoir une innovation rapide et partagée. C'est-à-dire quand il y a une mise à jour qui est poussée par l'éditeur, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un premier point. Beaucoup de flexibilité et de puissance parce qu'on peut commencer petit. Et dans Azure, notamment, c'est très facile d'augmenter la puissance des machines ou la puissance de la base de données. C'est des réglettes à déplacer, c'est vraiment super simple. Je n'ai pas à me soucier de la partie matérielle derrière. Tout est réglé sur Azure. Ça, c'est une deuxième caractéristique du cloud. Puis troisième caractéristique, et je vais y revenir, c'est le pay as you go. C'est un changement complètement différent de j'achète mon logiciel, j'achète mon serveur. C'est pas comme ça que ça se passe. On y reviendra juste après. Et enfin, c'est l'accessibilité aux services. Aujourd'hui, quand je veux accéder à un serveur Windows, quand je suis chez moi et que je veux administrer des choses, il faut que je passe par un RDS. C'est pas toujours simple. Là, maintenant, c'est un site web et j'ai tout sur le site web, quoi. Et ça change aussi pas mal la chose. Donc, clairement, on constate chez Oleap maintenant une demande sur 2 de projet, voire même un peu plus, quasiment 2 demandes sur 3, c'est j'ai besoin d'avoir une offre sur Azure pour voir ce que ça donne en comparaison. Et il se trouve qu'en plus, le positionnement est assez agressif. On en reparlera, ça on vous donnera un exemple demain, de coup. Donc, maintenant, la facturation cloud au sens large, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent pay as you go. Donc, c'est-à-dire, je vais l'illustrer, mais c'est je paye en fonction de ce que je consomme. C'est un peu comme l'électricité ou le gaz c'est toujours pareil, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent comme ça. En fonction de ma consommation, je suis facturé à la consommation. Donc, on le voit très bien sur ces 2 petits graphiques. Le graphique de gauche, ici, celui-là, là, ça représente un serveur classique. J'achète un serveur ou je loue un serveur. Et pour toute la puissance du serveur, je suis facturé de manière fixe, on va dire. Donc, j'ai un coût fixe sur mon serveur qui ne bouge pas. Mais il y a énormément de gaspillage en rouge de ressources parce que finalement, mon pic de consommation qui m'oblige à dimensionner le serveur d'une certaine manière, il arrive que de temps en temps. Donc, il y a beaucoup de gaspillage et du coup, je paye pour notamment du service que je n'utilise pas. Avec le cloud, vraiment, j'ai une facturation temps réel sur ma consommation. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais ça a quand même pas mal d'avantages. On y reviendra. Je vais vous donner un exemple sur un service qu'on utilise de plus en plus qui s'appelle Power BI Embedded. Donc Power BI Embedded, c'est un service Power BI qui est fait pour intégrer des rapports et des tableaux de bord dans des applications métiers ou dans des extranets privés. Voilà, donc c'est pour intégrer de la BI dans mon environnement et pour ne pas l'avoir sur l'environnement classique Power BI Pro. Ce coût initial, ce Power BI Embedded, c'est une version bien spéciale. C'est un service Azure qui coûte 620 € par mois pour 720 heures d'utilisation. Sauf qu'en utilisation réelle, nous, par exemple, dans l'espace client Oleap, quand vous allez loguer des tickets, on a défini que les plages d'utilisation de notre espace client, c'était 5 jours sur 7, de 8 h du matin à 20 h, soit 264 heures d'utilisation. Du coup, le service, en dehors de ces 264 heures, on a fait un script qui le coupe en automatique. Et le coût réel de la solution, c'est 227 € par mois. Donc, c'est ce qu'on paye aujourd'hui chez Oleap pour l'espace client que vous avez tous. Et dans la partie espace client, dans la partie tableau de bord, qui n'est pas active en ce moment, donc ça ne sert à rien de vous y connecter pour regarder. On est en cours de migration avec Cohesio de cet espace. Mais sachez que derrière, il y a un service qui est Power BI Embedded. C'est avec ça qu'on vous partage des tableaux de bord sur votre consommation de tickets. Voilà, en transparence, le coût que ça représente pour Oleap. Pour aller en entonnoir, maintenant, on va faire un focus sur la plateforme cloud de Microsoft qui est Azure. Cette plateforme, elle fait partie de la division dite Cloud Intelligence chez Microsoft.
Ça représente des investissements énormes puisque c'est 17,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires chez l'éditeur et ça représente 37% du chiffre d'affaires de Microsoft. La croissance, elle est très importante, plus 50% versus N-1 cette année. Voilà. Et ces solutions, elles sont basées, Azure, c'est 200 centres de traitement de données partout dans le monde. Donc je vais vous illustrer ça. Vous allez le voir. On va attendre 2 minutes le temps que ça charge. Ça peut prendre quelques instants. Mais voilà, je retrouve une cartographie où je vois en temps réel l'infrastructure Azure dans le monde et les flux de données qui transitent. Et lorsque je sélectionne un site en bleu, je vois, voilà, donc là c'est un site en Pologne qui va ouvrir prochainement. Et puis si je regarde ici, j'ai un site à Paris qui est déjà ouvert, le site France Centrale. C'était une ferme de serveurs à Paris, Microsoft. Voilà les certifications Microsoft sur cette ferme-là. Voilà les produits qui fonctionnent sur ces serveurs-là. Et on voit comme ça le réseau mondial Azure. Donc, c'est 200 centres et fermes de données physiques. Et puis, on voit également, pour illustrer un fait que Mathieu a évoqué tout à l'heure sur la partie neutralité carbone, on voit les fermes éoliennes et solaires qui alimentent les data centers. Cette initiative, elle est particulièrement active aux États-Unis et elle commence à se développer aux Pays-Bas. Donc ça, c'était petit aparté pour vous montrer que c'est un réseau mondial satellite et puis de sites physiques, de fermes de serveurs pour vous proposer l'ensemble des services qu'on peut retrouver sur la plateforme Azure. Et ça va me permettre du coup de faire la transition vers ces services. Aujourd'hui, Azure, c'est plus de 300 services. Et donc, on va faire la transition. On va se connecter sur le portail Azure, s'il veut bien se connecter. Voilà, donc j'arrive, là je suis connecté à mon portail Azure, Microsoft Azure. Je retrouve ici dans tous les services l'intégralité des services Azure. Donc j'ai les services généraux, les puissances de calcul, je veux acheter des machines virtuelles, j'ai différents types de machines virtuelles. Je veux souscrire à des services de mise en réseau. J'en ai comme ça plein, des services de stockage pur, des services web, des services mobiles, des services de base de données. Donc évidemment, on va en reparler beaucoup, Azure SQL, MySQL, MariaDB, Azure Cosmos, le Postgre. Donc j'ai à la fois de l'open source et de la base de données traditionnelle. Tous les services analytics, et on va y revenir, il y en a un paquet sur Azure. Je vais faire un focus là-dessus. Tout ça pour vous dire que c'est près de 300 services qui vont de la puissance de calcul aux databases, aux solutions de BI. Donc là, j'ai vraiment un panel d'outils et que je peux administrer moi-même. C'est très simple, c'est en mode web. Et la souscription est facile. Je paye à l'utilisation, donc je peux très bien essayer sur une journée un service et puis de l'arrêter après. C'est des choses qui fonctionnent bien. On a des exemples, par exemple, des clients qui avaient besoin de beaucoup de puissance, mais de manière très courte, pour des migrations de serveurs et de données qui prenaient beaucoup de temps. Et ben, ils ont souscrit à des machines super puissantes sur Azure pour 2 jours. Ils se sont fait facturer pour les 2 jours de la puissance de calcul. Et puis après, on le rend, il n'y a pas d'engagement, quoi. Donc ça, c'est la plateforme Azure. Donc, je continue l'entonnoir. Quelle solution choisir pour la BI d'entreprise? Il y en a plein. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Il a parlé d'Azure Synapse, qui est le produit phare mis en avant par Microsoft et qu'on retrouve dans des boutiques et des sociétés qui commencent à avoir une certaine taille. Nous, aujourd'hui, chez Oleap, on va recommander dans un premier temps, pour un usage, pour l'usage de 99% de nos clients, l'Azure Data Factory. C'est, on va dire, le niveau 1 de la data sur Azure, pour plusieurs raisons, parce qu'il est compatible avec les solutions Integration Services, donc les offres on-premise SQL. Donc pour ceux qui ont déjà de la BI avec nous,
on utilisait l'outil l'ETL SSIS et donc c'est compatible. Parce que Azure Data Factory, c'est un ETL qui est super puissant, qui est quand même beaucoup plus friendly user que SSIS, donc c'est-à-dire l'environnement utilisateur est plus simple et visuel. J'ai 2 façons de traiter mes flux de données dans Azure Data Factory. Alexandre en parlera demain. Je peux le traiter de manière scriptée directement en langage SQL. Et puis, j'ai un outil aussi d'aide aux requêtes et aux flux qui permet d'accompagner les utilisateurs de manière visuelle. Et ça amène voilà, un côté beaucoup plus accessible de cette solution ETL. Également, j'ai beaucoup de sources de données natives dans Azure Data Factory, beaucoup plus que l'outil SSIS. Et puis, j'ai une prise en charge pour ceux d'entre vous qui travaillent à plusieurs sur la BI dans vos entreprises. J'ai une prise en charge d'Azure DevOps et de Git qui va me permettre de gérer du versionning sur ce que je fais sur ma Data Factory et mon ETL. Donc la Data Factory, on va dire que c'est l'équivalent, pour ceux d'entre vous qui connaissaient SSIS, d'SSIS en cloud, en 10 ans plus jeune, en amélioré, en plus visuel. Bref, c'est l'outil qu'on va recommander. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont vraiment des problématiques big data, de puissance de calcul, qui veulent aller sur la machine learning et l'IA, il y a des services comme Azure Synapse. Et je ne parle même pas d'Azure Databricks, c'est vraiment pour le massive data et vraiment la data science. Il y a des services qui existent et on peut très bien la réglette, la bouger, passer de la Data Factory à Synapse, à Databricks, comme on veut. Je ne vais pas m'attarder sur Synapse et Databricks parce qu'aujourd'hui, Synapse, c'est les fonctionnalités de la Data Factory plus des fonctionnalités Big Data et Machine Learning. On arrive donc maintenant sur l'architecture d'un projet BI avec Azure. Et donc cette architecture, on vous a schématisé quelque chose de simple. Elle se lit de gauche vers la droite. À gauche, je retrouve mes sources de données de mon entreprise, les sources de données de mon ERP, de ma comptabilité, de ma facturation, mon CRM. La Data Factory va me permettre, grâce à ces connecteurs, d'aller me connecter à mes sources de données, qu'elles soient sur mes serveurs chez moi en local ou qu'elles soient dans le cloud. L'Azure SQL va faire la couche Data Warehouse, Data Lake. Donc ça, c'est la brique qui est ici. Et sur ce Data Lake, je vais créer mes fameux modèles, mes référentiels de données avec Power BI. Power BI, c'est 3 solutions. C'est de la data visualisation, les rapports Excel et les rapports paginés, SSRS, pour ceux d'entre vous qui utilisaient cette partie-là. Dans Power BI, dans la version Premium, il y a le futur d'SSRS qui est intégré dans cette version-là. Donc voilà le schéma d'architecture que l'on propose en environnement ETI, qui permet de gérer déjà des volumétries très importantes avec beaucoup de vélocité parce que tout est sur Azure. Donc j'ai Power BI qui est sur Azure, j'ai mon Data Lake sur Azure, mon ETL sur Azure. Donc c'est très véloce. Et on va en parler donc, dans les 2 prochains ateliers. On va parler de Microsoft Azure Data Factory et Azure SQL demain. Donc c'est Alexandre, notre consultant BI qui a bien travaillé sur ce sujet-là, qui vous présentera ça demain. Et puis Pierre va vous représenter l'ensemble des solutions Power BI vendredi matin avec les nouveautés, les fonctions de rapport paginé, et on y reviendra donc un peu plus tard sur cette partie-là. Donc, je vais maintenant faire une transition. J'espère que c'est plus clair, que je vous ai décrypté l'offre Azure mais avec nos mots, avec notre approche. Et je vais faire une transition avec un retour d'expérience d'un projet BI chez le diocèse de Paris. Bah oui, ils utilisent aussi de la BI et ils vont nous en parler. Et en fait, on n'a pas attendu pour proposer à nos clients une approche full web pour l'exploitation de la data. Et le diocèse de Paris en est le bon exemple. Ils ont une approche full web pour manager leurs 115 paroisses avec Microsoft BI. Il y a un portail BI qu'on a dédié à cet effet. Et donc, je vais passer la main à mon collègue Frédéric qui va prendre le relais
sur cette interview. Merci à tous. Frédéric Leninan, consultant BI chez Oleap Cohesio Data Solutions. Et c'est moi qui ai été en charge de mettre en place le projet donc, au diocèse qu'on a développé en collaboration avec Pauline. Donc Pauline, je vous laisse vous présenter et présenter le diocèse. Alors, bonjour à tous. Très contente d'être avec vous ce matin. Donc, pour resituer dans le contexte, donc l'association diocésaine de Paris, c'est ce qu'on appelle la curie, c'est-à-dire dans une entreprise normale des services centraux partagés. C'est 115 paroisses, dont Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, et également 23 services pastoraux dédiés à la solidarité, au handicap, aux vocations. Donc, toutes ces entités sont regroupées dans une seule association fiscale. Ensuite, on a une équipe financière, un peu comme dans une entreprise classique. Donc, on a un directeur financier, il y a un contrôleur de gestion, moi. Et je travaille, par contre, ce qui est un peu différent d'une entreprise classique, avec 7 bénévoles. Et ensuite, on a une équipe comptable avec une directrice et 11 comptables et des comptables dans les paroisses, donc un peu moins de 70 comptables répartis sur les 115 paroisses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres concernant le diocèse et les paroisses? Alors, en gros, donc on a 115 paroisses, on est 140 équivalents temps plein et on travaille avec 150 bénévoles, donc sans compter tous les bénévoles qu'on peut avoir dans les paroisses. Et en gros, on a 80 millions d'euros de ressources par an pour gérer le diocèse. Pourquoi vous avez eu besoin de faire de la BI au sein du diocèse? Quels étaient vos enjeux? Alors, du coup, on a fait appel à la BI parce qu'on avait besoin de trouver un outil qui nous permette d'agréger facilement nos données financières et de le faire à tout moment, de sécuriser la circulation de l'information parce que, pour vous donner un exemple, c'était des fichiers Excel qui s'échangeaient entre des bénévoles avec des adresses personnelles, pas du tout sécurisées. Donc, on avait ce gros besoin, parce qu'on sait que la sécurité, c'est vraiment important, et de standardiser nos reporting et nos rapports. Ouais, le portail est basé sur des solutions Microsoft. Pourquoi avoir choisi des solutions Microsoft? Alors, on a choisi la solution Microsoft parce que c'était celle qui nous a été présentée par Oleap et qui nous semblait la plus facile d'utilisation et en rapport qualité-prix la plus adaptée à nos besoins. Et avant de passer donc à une démo du portail, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulée la mise en place du projet avec moi notamment? Alors, du coup, on a rencontré l'équipe d'Oleap qui avait préparé un peu une maquette une fois qu'on avait un petit peu expliqué dans les grandes lignes nos besoins. Donc, on a vu qu'ils avaient bien, que toute l'équipe avait bien compris notre problématique et ce dont on avait besoin. Donc, on a décidé de continuer le projet. Pour cela, on a écrit un cahier des charges donc beaucoup plus détaillé. Et on a fait une analyse du besoin avec toute l'équipe de Cap, surtout avec Frédéric. Ensuite, Frédéric et l'équipe ont créé du coup le cube et le portail. Puis il y a toute la phase du coup de recettage et de mise en production. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que Frédéric est venu sur place, donc il a pu rencontrer aussi les équipes informatiques, le reste de l'équipe financière, des équipes plus techniques et du coup aussi proposer des solutions d'amélioration et d'optimisation par rapport au premier projet qu'on avait défini. C'est vrai qu'on peut parler de la liste des utilisateurs qui est quand même assez importante. J'ai plus en tête le nombre d'utilisateurs qui utilisent le portail, mais on s'est dit que ça pourrait être un peu fastidieux
à créer, à supprimer les utilisateurs dans le portail. Et du coup, ce qu'on a décidé, donc, avec la collaboration du service informatique chez vous, c'est de se connecter à une base de données donc, qui contient les données RH et qui nous a permis de récupérer la liste des utilisateurs et du coup d'avoir une liste des utilisateurs toujours à jour dans le portail. Donc les nouveaux utilisateurs sont créés automatiquement et les utilisateurs qui n'ont plus besoin du portail sont supprimés automatiquement. Tout à fait, et ça évite que moi je ressaisisse derrière l'information. Toutes les nuits, ça se met automatiquement à jour, donc c'est vraiment très pratique. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo du portail. Et du coup, c'est moi qui vais la faire. Alors, Pauline, vous m'arrêtez si jamais je dis une bêtise ou si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, je pense qu'on voit mon écran. Donc, on est ici sur la page de connexion. Donc, je vais saisir mon mot de passe. Le temps que Frédéric se connecte, n'hésitez pas, il y a le chat, les questions-réponses, n'hésitez pas à nous poser vos questions, ça permettra d'interagir avec vous directement. Ouais, donc après la connexion, on arrive sur la page d'accueil. Et donc ce qu'on peut dire sur la page d'accueil, en fait, c'est que elle est issue d'un fichier PDF, du coup, qui est directement modifiable par les équipes du diocèse. Et donc, vous avez la main, Pauline, moi je crois que c'est vous qui verrez ça. Donc, vous avez la main sur la page d'accueil, donc c'est intéressant, vous n'avez pas besoin de faire appel à nous pour modifier cette page. C'est simple d'utilisation, parce que moi je ne suis pas service informatique, mais j'y arrive. Donc oui, on essaye en général, on pense à nos clients, on essaye de faire des choses le plus simple possible. Donc le premier menu qui apparaît après l'accueil, c'est le menu importation, donc qui sert principalement à des échanges de fichiers Excel entre le diocèse et les paroisses. Donc le menu ici récupération des fichiers en fait permet à chaque paroisse de venir télécharger par exemple un plan à 3 ans. Donc je vais faire l'exemple sur la paroisse Notre-Dame du Lys. Je vais télécharger mon plan à 3 ans. Alors, le temps qui se télécharge, c'est assez rapide. On va regarder rapidement ce qu'il y a dans le plan à 3 ans. Donc ça, c'était un modèle, Frédéric, le plan à 3 ans? Le plan à 3 ans, c'est un modèle que Pauline nous a fourni. Et du coup qu'on alimente, nous, par paroisse. Donc, chaque paroisse a ses propres données. Donc, on voit ici qu'on récupère les données réalisées des années précédentes. Et donc, on a des colonnes où chaque paroisse peut venir saisir son budget pour les 3 années à venir, donc d'où le nom du plan à 3 ans. Donc, une fois que la paroisse a saisi son budget, elle vient le redéposer ici par ses menus. Et du coup, là, c'est simple, il suffit de sélectionner le fichier, faire OK. Et du coup, le fichier est directement intégré dans la base de données, donc qui est la source du portail web, qui est un entrepôt de données, donc ce qui est classique en BI. On a ajouté un peu plus bas donc des menus qui servent à l'administration du portail, donc ces menus ne sont pas à disposition des utilisateurs et donc qui permettent par exemple à Pauline de venir bloquer la dépose de fichiers plan à 3 ans. Une fois que le plan à 3 ans a été validé, clôturé, on peut bloquer la dépose de fichiers comme ça il n'y a pas d'erreur possible. Et le fait de déposer des fichiers Excel, il n'y a pas des sources d'erreur, il y a un contrôle qui est fait au moment de l'import? Il y a effectivement un contrôle qui est fait au moment de l'import, donc qu'on a décidé en cours du projet. Donc on contrôle les données et puis on affiche une erreur si jamais le fichier n'est pas... La saisie n'est pas bonne, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, on a un menu mise à jour entrepôt, donc là qui sert aussi à Pauline pour lancer différents traitements de BI, donc je rentre pas dans le détail. Et on a un menu historique qui nous permet de savoir en fait qui a déposé quoi, qu'est-ce qui s'est passé et surtout le statut, donc qui indique s'il y a eu des erreurs lors de la dépose ou notamment des blocages. Donc une fois que chaque paroisse a déposé son fichier Excel sur le portail, ils ont accès à différents rapports, donc qui sont en fait des rapports SSRS, donc pour rester dans les solutions Microsoft historiques.
Donc, si je reprends l'exemple de la fiche de synthèse avec ma paroisse Notre-Dame du Lys, du coup, on voit que sur ce rapport, on a différentes données. On a des données comptables et on a aussi des données extra-comptables, donc qui correspondent aux statistiques de la paroisse. Donc ça, c'est des données qui sont directement saisies par paroisse dans les fichiers Excel qui sont intégrés par les paroisses sur le portail. Donc nous, ça nous permet de mixer des données qui viennent de la comptabilité, donc qui sont intégrées automatiquement dans le portail par les traitements BI classiques et les données saisies dans les fichiers Excel et d'afficher tout ça dans un même rapport. Donc là, vous, Pauline, vous avez tout le contrôle de gestion qui est centralisé en un point finalement par rapport à avant où vous traitiez manuellement, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, on a accès facilement aux données. Même chose pour nos responsables. Quand ils vont dans une paroisse, ils peuvent sortir facilement des données financières ou extra-comptables concernant une paroisse. Et même le curé ou la personne en charge des finances de la paroisse peut à tout moment regarder ce qui se passe sur les grands agrégats. Et tous ces fichiers sont facilement exportables sous Word, sous Excel. C'est facile d'utilisation. Donc le menu suivant, c'est un menu procédure. Alors là, c'est juste un menu que nous on a mis à disposition, qui est entièrement géré par Pauline. Et en fait, ce sont différentes notices. Je crois que vous avez ajouté différentes notices à destination des utilisateurs, et donc ils peuvent consulter comme ils veulent. Et donc toutes ces notices sont en fait des fichiers PDF. Auxquels les utilisateurs ont la main pour paramétrer un nouveau fichier en ajoutant un menu qui redirige vers un fichier PDF. Et sinon, on a aussi une petite vidéo. Donc là, c'est moi qui avais fait la vidéo de présentation du portail. Donc que les utilisateurs puissent être guidés, c'est ça? Pour que les utilisateurs puissent être guidés. Et du coup, on a différents formats de notices, d'informations qui peuvent être affichés dans le portail. Il faut savoir que les utilisateurs ont vraiment des profils très différents chez nous. Ça peut être, c'est surtout des personnes quand même assez âgées. Donc, il fallait que ce soit quelque chose simple d'utilisation, qu'ils adhèrent au projet et qu'ils aient envie de se servir du portail. C'est vrai que ça faisait partie des enjeux. Vous en avez beaucoup parlé, c'est que les différents utilisateurs dans les paroisses puissent adhérer au projet. Et donc, c'est ça qui nous inquiétait un peu au départ, mais je crois que ça s'est au final bien passé. Très bien. Donc pour terminer sur la présentation, on a aussi un menu référentiel. En fait, là, on a juste la liste des paroisses avec différents contacts. Après, on pourrait tout imaginer dans ce menu, rajouter même des numéros de téléphone. Ça permet d'avoir des infos, une sorte d'annuaire sur la liste des paroisses. Et enfin, le menu paramétrage, donc c'est là que toute la configuration du portail se fait. Donc on voit ici qu'on peut créer, modifier des menus. Donc du coup tout est à disposition des utilisateurs. Rien n'est vraiment caché finalement. Même la technique est présente dans le portail. Et donc pour chaque menu, on s'aperçoit qu'on peut paramétrer un rôle. Donc, qui permet de déterminer les rôles, quel rôle peut accéder à quel menu ou masquer quel menu. Donc ensuite, on retrouve la liste des utilisateurs dont on a parlé au début, donc qui est automatiquement mise à jour. La liste des rôles avec les différentes paroisses. Donc chaque personne a accès à une ou plusieurs paroisses. Et enfin, pour terminer, on a toute une liste de menus qui sont un peu plus techniques. Donc là, c'est vrai qu'ils sont dans le portail, mais ils sont quand même plus gérés par nous, les équipes cohésion. Là, tu es connecté en tant qu'administrateur, mais un utilisateur, il n'a pas ça, quoi. Un utilisateur n'a pas ça, effectivement, et un utilisateur ne voit pas non plus toutes les paroisses. Il voit juste les paroisses auxquelles il est censé avoir accès. Ça aussi, c'était très important parce qu'ils sont très autonomes et du coup, ils tenaient vraiment à ce qu'on leur assure qu'ils n'ont accès qu'à leurs données et les autres n'ont accès qu'à leurs données. Enfin, voilà, chacun a ses données propres et ne voit pas les données des autres. Une gestion de droit assez stricte pour respecter la confidentialité des paroisses. Voilà, tout à fait. Et donc, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé depuis la mise en place de ce portail ?
Du coup, on a accès de façon plus fluide et au quotidien à toutes les données financières. Elles sont présentées de façon formalisée, uniformisée pour toutes les paroisses. Donc aussi, voilà, quelqu'un qui a accès à plusieurs paroisses, c'est plus facile pour comparer des données. C'est plus sécurisé puisque du coup, les fichiers sont transitent entre le diocèse et les paroisses uniquement via le portail. On ne s'envoie plus des fichiers par email sans code et sans mot de passe. Et puis nous, derrière, ça nous aide. Moi, derrière, après, j'ai accès aussi au cube et qui me permet de consolider plus facilement les données de toutes les entités du diocèse. Et du coup, ça facilite la préparation des différents reportings et des analyses financières pour les différentes instances du diocèse. Parce que c'est vrai qu'avant, ce que vous m'avez dit, c'est que tous les 115 fichiers, donc le CRF et le plan à 5 ans, plan à 3 ans, vous étiez emmenés par email, donc vous étiez obligé de traiter les 115 fichiers à chaque fois dans vos emails, c'est ça, hein? C'est ça. On récupérait les fichiers et après on avait une sorte de macro qui faisait l'agrégation, mais voilà, avec tous les risques que ça comporte quand la macro plante. Donc oui, on en a parlé, ce changement, il me semble, a été bien accueilli par les responsables des paroisses et même par les utilisateurs. Tout à fait, et tellement bien accueilli que voilà, maintenant ils ont plein d'idées, ils ont envie qu'on enrichisse le portail, qu'on personnalise la page d'accueil, qu'on mette plus de documents à leur disposition. Donc voilà, il est amené à évoluer. Au début, il était surtout pratique, il répondait vraiment à un besoin de consolider, de récupérer facilement les données financières. Et là, maintenant, du coup, on entre dans la phase où on va le personnaliser encore plus pour chaque paroisse et leur donner accès à plus d'informations pour centraliser, en fait, pour eux, les données sur ce portail. Est-ce que vous pouvez nous donner une vue un peu des projets à venir? Donc voilà, on a toute la partie faire développer le portail paroisse et puis on a un nouveau projet, du coup, vu que tout le monde a adhéré au diocèse à portail paroisse, on a la même demande du coup qui nous arrive pour faire la même chose pour toute notre partie immobilière et donc créer un portail pour nos 70 SCI. Plein de projets à venir avec Cohesio. Bon, super. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de travailler avec vous. Bon, c'est parfait. Benjamin, je ne sais pas si tu as. Ouais, je vais venir à côté. Voilà, merci déjà à tous de votre présence. Et merci à Pauline d'avoir accepté de. Et merci à Pauline, évidemment. Et puis on est aussi ravis de vous avoir accompagné sur ce projet-là. Donc sachez que le portail BI là qu'on vient de présenter, c'est plus qu'un projet custom pour le diocèse. On en a fait un module qui est sur notre site web qui s'appelle le portail BI. Il y a une ossature qui est paramétrable et qu'on peut dupliquer de projet en projet sans tout refaire. Il avait été développé d'ailleurs avant le projet du diocèse de Paris. Donc on a plusieurs clients d'équipés dans tout secteur d'activité, l'agroalimentaire, la data, le diocèse. Et voilà, on a pas mal ça touche tout secteur d'activité. Donc voilà, sachez en tout cas que c'est un module qui permet de déposer de la data, d'y retrouver des tableaux de bord comme l'a présenté Frédéric, d'administrer tout ça de manière facile et simple pour des utilisateurs. Donc voilà, ça c'était un projet qu'on porte depuis plusieurs années et qu'on voulait vous présenter là. Donc je veux bien qu'on revienne sur la slide juste d'avant. Donc est-ce que déjà il y a des questions-réponses ou des questions sur la présentation qu'on a fait ce matin? Est-ce que c'était clair? On avait donc ces 3 temps, la conférence de Microsoft, plutôt une prise de vue avec beaucoup de hauteur sur la stratégie, avec globalement ce qui est dit à demi-mot, c'est qu'il y a moins, voire peu d'investissement sur les offres on-premise. SQL Server 2012 s'arrête. Son successeur, c'est maintenant SQL Server 2019. On n'a pas de 2021 ou 2022 pour l'instant en vue. Beaucoup d'investissements de la part de l'éditeur sur Azure. Donc ça, c'était la partie conférence Microsoft. Ensuite, là, pour faire un petit récap, on a parcouru les offres Azure et les modules qui sont, à notre sens, côté Oleap /Cohesio,
utile dans un environnement PME-ETI parce qu'on va, voilà, on aime bien rester terre à terre et essayer de traduire de manière simple auprès de nos clients les choses. Et puis enfin, le projet au diocèse et la façon dont on l'a mené. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est encore il est encore temps. Et puis en attendant, je vais vous parler des 2 prochains rendez-vous, donc le 14 et le 15 octobre, donc demain et vendredi à 9h30. Donc demain, on va rentrer, parce qu'on aime bien les démos chez Oleap, on aime bien mettre les mains dans les produits, donc on va rentrer dans Azure Data Factory, on va vous montrer ce que c'est, on va la décrypter de manière la plus simple possible avec nos mots pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Et puis vendredi, Pierre va nous faire, comme Power BI, c'est un outil qui évolue à fond. Il y a une grosse mise à jour majeure par mois et qu'il n'est d'ailleurs pas toujours facile à suivre et que du coup, c'est important de vous donner de la visibilité sur les évolutions de Power BI parce que ça fait partie des équipes Microsoft à Seattle font énormément de R&D et de mise à jour sur ce produit-là. Pierre va vous présenter les principales features, on va dire nouveautés de cette année sur Power BI. Donc voilà, rendez-vous demain 9h30 à 11h et vendredi 9h30 10h30. Donc demain Azure, Azure Data Factory, donc l'ETL, l'équivalent SSIS et Data Lake ou entrepôt de données sur Azure. Et vendredi, donc les nouveautés Power BI. Et pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, Pierre aime bien replanter le décor et vous verrez ce qu'est Power BI. Voilà, merci à tous. Merci. Est-ce qu'on a des questions à la régie? On n'a pas de questions. Bon, voilà, donc je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne matinée. Et puis on se retrouve 9h30 demain matin.